L'attaque des hommes morts. À l'aube du 6 août 1915, l'air s'est chargé de tension alors qu'un sinistre nuage vert rampait de façon menaçante à travers le paysage. Ce qui suivit fut une scène digne d'un film d'horreur qui entrait les cauchemars de ceux qui en furent témoins. Le gaz toxique avait dérivé au-dessus de l'ancienne forteresse impériale russe d'Osawik, dans ce qui est aujourd'hui le nord-est de la Pologne. La forteresse était entourée de marécages difficiles à franchir, reliant l'Allemagne à la Russie intérieure. Avec le déclenchement des hostilités, les Allemands et les Russes se sont battus férocement, infligeant des pertes dévastatrices lors d'une série d'offensives et de contre-offensives. En septembre 1914, les Allemands ont attaqué Osowiec, envoyant 40 bataillons de la 8e armée pour submerger la forteresse. Bien qu'ils soient largement en infériorité numérique, les Russes ont réussi à repousser l'assaut initial, contre-attaquant les Allemands avec 2 manœuvres de contournement, ce qui les a forcés à se replier. Les Allemands allaient réessayer en février 1915 cette fois, en amenant de lourdes pièces d'artillerie pour réduire la forteresse obstinée en poussière. Au moins l'une de ces pièces était un gigantesque mortier de siège de 420 mm, surnommé Grosse Bertha, accompagné de nombreuses autres pièces plus petites. Les Allemands ont pilonné la forteresse d'Osawik pendant des mois, tirant plus d'1 million d'obus, mais les Russes ne se sont toujours pas rendus. En juillet 1915, l'effort de guerre allemand à l'Est fut pris en main par le maréchal Paul von Hindenburg, héros de l'écrasante victoire à la bataille de Tannenberg. Avec ce nouveau commandement vint une nouvelle stratégie pour enfin venir à bout des Russes obstinés et d'Osawik. Hindenburg fit venir 14 bataillons pour submerger la forteresse, ainsi que 30 batteries d'artillerie à gaz, 30 gros canons de siège, un bataillon de sapeurs et des troupes spécialisées entraînées à percer les fortifications. Au total, environ 7000 soldats allemands furent envoyés pour éliminer les défenseurs russes obstinés. En face, une garnison du 226e régiment de Zemliansk et quelques unités de milice, totalisant environ 900 hommes, étaient présentes. Pendant des semaines, la forteresse fut bombardée sans relâche, les Allemands tirant des milliers d'obus d'artillerie. Mais les Russes refusèrent à nouveau de se rendre, et les assaillants étaient de plus en plus frustrés par leur manque de progrès. Au début du mois d'août, le commandement allemand autorisa l'utilisation des armes les plus infâmes de la Première Guerre mondiale. En plus des obus d'artillerie explosifs classiques, les Allemands disposaient également d'une grande quantité de gaz de chlore et de brome et attendaient une occasion de l'utiliser. Le gaz de chlore est un agent chimique dévastateur qui a été utilisé pour la première fois comme arme à Ypres en avril 1915 contre les Britanniques. C'est un gaz jaune-vert pâle beaucoup plus lourd que l'air, ce qui signifie qu'un nuage restera au niveau du sol plutôt que de se dissiper dans l'atmosphère. Lorsqu'il entre en contact avec l'humidité, comme dans les yeux, la bouche ou les poumons, il se transforme en acide chlorhydrique, un produit chimique corrosif qui endommage les tissus environnants et peut entraîner la mort s'il est inhalé en quantité suffisante. Des doses plus faibles peuvent irriter les yeux, gêner la respiration et provoquer des vomissements. L'un des principaux défauts du gaz de chlore en tant qu'arme est qu'il est facile à repérer, car il forme un nuage vert pâle et possède une odeur caractéristique, décrite comme un mélange d'ananas et de poivre. Cela permettait aux personnes attaquées par le gaz de prendre des mesures comme rejoindre un terrain plus élevé ou mettre leur masque à gaz. Le 6 août 1915 vers 4 heures du matin, les conditions de vent et de météo étaient favorables et les Allemands lancèrent leur attaque, tirant une salve d'obus d'artillerie conventionnelle, tout en déployant le gaz mortel depuis 30 batteries. Les effets étaient invisibles même avant que le gaz n'atteigne les lignes russes. Alors que le nuage verdâtre avançait inexorablement, l'herbe noircissait et les arbres jaunissaient, leur humidité se transformant en acide chlorhydrique. Les oiseaux et les insectes tombaient morts au sol à mesure que le nuage avançait. Le plaquage de cuivre sur les armes et les obus se corrodait au contact, se transformant en oxyde de chlore. Lorsque le nuage atteignit les lignes russes, les hommes inhalèrent la toxine mortelle. Les Russes, manquant de masques à gaz en bon état et en nombre suffisant, durent se protéger du poison en utilisant des chiffons mouillés d'eau ou d'urine autour du nez et de la bouche. Le gaz de chlore est soluble dans l'eau,
donc cela peut atténuer une partie de la toxicité avant qu'il n'entre dans les poumons ou la bouche, mais ce n'est évidemment pas l'idéal. Le gaz réagissait au contact des surfaces humides, l'acide chlorhydrique dissolvant les tissus des yeux, de la bouche et des poumons. Les soldats russes se mirent à tousser de façon incontrôlable alors que leur système respiratoire était littéralement rongé. Beaucoup crachèrent du sang, des dizaines sont morts pendant l'assaut, et après des mois d'efforts, la voie vers Osavik était dégagée. Profitant de la confusion russe, les Allemands, équipés de masques à gaz, ont regroupé 14 bataillons et lancé l'assaut sur la forteresse, arrêtant l'artillerie pour éviter de toucher leurs troupes. Alors qu'ils traversaient le No Man's Land, le paysage décoloré et silencieux témoignait de la puissance destructrice du chlore. Ils prévoyaient peu ou pas de résistance des Russes, déjà touchés par le nuage toxique. Ils se trompaient. En s'approchant, les soldats allemands, croyant à une victoire facile, furent confrontés à un spectacle terrifiant. Au lieu de trouver des ennemis morts, inexplicablement, les Russes lançaient une attaque à la baïonnette. Malgré les pertes énormes causées par le gaz, certains soldats russes étaient encore en vie. Le sous-lieutenant Vladimir Koutlinski, survivant le plus haut gradé, a organisé les défenseurs russes pour une contre-attaque. Les membres survivants de la 8e et de la 13e compagnie se sont regroupés et chargés vers les Allemands qui avançaient. Il n'y avait qu'une centaine d'hommes qui ont réussi à contre-attaquer, bien trop peu pour repousser les assaillants. Leur attaque n'était pas seulement physique, mais aussi psychologique. Dans ce qui semblait être un cauchemar devenu réalité, les soldats russes ressemblaient à une horde de morts vivants, titubant en avant, armes corrodées à la main, du sang coulant de leurs yeux et tachant leurs uniformes alors qu'ils s'approchèrent des Allemands. Pour les Allemands, il semblait que les morts revenaient à la vie pour les affronter, et qu'au lieu de finir des soldats vulnérables, ils faisaient face à une horde de zombies ressuscités. Voyant cette vision horrifique des morts fonçant maintenant vers eux, la panique s'empara des Allemands, dont l'attaque s'arrêta face à cet assaut. La terreur s'empara des hommes, et beaucoup firent demi-tour et s'enfuirent, ne pensant plus qu'à fuir. Dans certains cas, ils étaient tellement effrayés qu'ils se retrouvèrent pris dans leur propre défense de barbelés. Quelques Russes survivants au fort tirèrent avec les 5 canons restants, augmentant la confusion. L'avance autrefois confiante se transforma en déroute, et l'attaque contre Osavik se solda une fois de plus par un échec. Malgré leur héroïsme, la garnison était dans un état terrible, la grande majorité des 900 hommes ayant été tués, blessés ou rendus incapables par l'attaque au gaz. Beaucoup de ceux qui ont participé à l'attaque des hommes morts, comme les journaux l'appelleraient plus tard, ont succombé à leurs blessures. 2 semaines après l'attaque, la forteresse, qui avait été une épine dans le pied des Allemands, fut abandonnée. Même si elle n'est jamais tombée aux mains de l'ennemi, les succès allemands ailleurs menaçaient d'encercler et d'isoler Osavik. Les Allemands occuperaient l'endroit jusqu'en 1919 sans connaître d'autres combats. Ils passeraient sous l'autorité polonaise, puis seraient contrôlés par l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à être submergés par la Wehrmacht. Après la guerre, le contrôle fut de nouveau transféré à l'armée polonaise. Aujourd'hui, certaines parties de la forteresse sont encore sous le contrôle de l'armée polonaise. Bien qu'une partie du site soit ouverte aux touristes, un monument rappelle l'un des événements les plus étranges et horribles d'une guerre connue pour sa dévastation et son carnage. Rencontre paranormale pendant la Première Guerre mondiale. Le regard vide, cette expression sans émotion que les soldats affichaient après avoir vécu les horreurs de la guerre, peut être observé sur d'innombrables visages dans les photographies de la Première Guerre mondiale. Détachés et émotionnellement éloignés de la réalité, les soldats semblent fixer le lointain, comme s'ils regardaient vers un autre monde. Les psychologues expliquent ce phénomène comme une manière pour les victimes de traumatisme de permettre à leur cerveau de se détacher de leur environnement horrible et de faire face au stress qui les entoure. Le choc des obus, un autre nom donné aux hommes présentant ces symptômes de confusion, de fatigue et de troubles de la vue ou de l'ouïe, pouvait rendre même la personne la plus forte désemparée et impuissante. Il n'est donc pas surprenant que ces mêmes soldats épuisés par la guerre, l'esprit rempli des horreurs du conflit, aient affirmé voir des fantômes, des ghouls et même des extraterrestres dans les recoins sombres des champs de bataille.
Aujourd'hui, nous dirions que ces hommes souffraient d'une réaction de stress face au bombardement constant, à la mort et au chaos. Cependant, à l'époque, le choc des obus et le regard vide ont été considérés comme des signes de lâcheté et d'absence de force morale. Par conséquent, de nombreux soldats n'ont pas reçu le traitement dont ils avaient désespérément besoin pour soigner leur esprit malade. En examinant les rencontres paranormales sur les lignes de front de la Première Guerre mondiale, il est préférable de se rappeler à quel point l'esprit des hommes qui les ont rapportés était brisé et paniqué. Hommes sauvages ou ghouls. Parmi les soldats de la Première Guerre mondiale, l'un des récits les plus effrayants était le mythe des hommes sauvages du No Man's Land. On croyait que des groupes de déserteurs fous et déséquilibrés habitaient la brume des champs de bataille. Les soldats rapportèrent souvent avoir vu des silhouettes sombres se déplacer rapidement sur la ligne d'horizon la nuit. Ces ghouls, comme beaucoup d'hommes les décrivaient, s'enfonçaient soi-disant dans la boue pour éviter d'être vus, et ne sortèrent de leur cachette que pour piller les cadavres, ou selon certains récits, pour se nourrir des corps. Les théories sur ces hommes sauvages divergeaient. Certains soutenaient qu'il s'agissait de soldats ayant renoncé à la guerre et cherchant simplement à survivre, tandis que d'autres pensaient qu'il existait réellement des fous cannibales rôdant sur les champs de bataille la nuit. Une raison probable de cette histoire était que les officiers voulaient effrayer les soldats pour éviter qu'ils n'abandonnent leur poste. Si les hommes étaient donc convaincus que des monstres tapis dans la brume rôdaient juste à l'extérieur de leur ligne, ils hésiteraient davantage à s'enfuir vers les collines lorsque la bataille faisait rage. La crédibilité de ce récit est remise en cause car le premier témoignage vient d'un mémoire de 1920 et l'histoire n'a pris de l'ampleur qu'après la guerre. Baron Rouge et l'objet volant non identifié. Le célèbre pilote allemand Manfred von Richthofen, appelé le Baron Rouge, est célèbre pour ses exploits contre les avions alliés et ses talents de pilote reconnus. Cependant, il est également connu pour avoir peut-être abattu un objet volant non identifié en 1917 à bord d'un triplan Fokker. Son compatriote allemand Peter Weitstrick raconte comment, lors d'une mission matinale au-dessus de la Belgique, lui et le Baron Rouge ont croisé un appareil ressemblant à une soucoupe retournée et ont aussitôt tiré dessus. Le Baron Rouge a touché l'appareil à l'apparence inhabituelle. Il a regardé s'écraser violemment à travers les arbres, avant de heurter le sol en contrebas. De façon étonnante, il était rapporté que 2 silhouettes humanoïdes sont sorties frénétiquement de l'objet volant non identifié et se sont précipitées dans les bois. Il convient toutefois de mentionner que cette histoire est apparue pour la première fois dans un magazine satirique appelé Weekly World News en 1999, et comme l'a découvert Patrick Gross, il n'existe aucune trace d'un certain Peter Weitstrick ayant jamais existé. De plus, le triplan Fokker attribué au Baron Rouge n'existait pas encore. À cette époque, Richthofen était connu pour utiliser son redoutable Albatros D3 à la place. La Walkyrie, repérée pour la première fois par le lieutenant Frédéric Ardsley, qui effectuait une patrouille dans le nord de la France lorsqu'il a vu un biplan scout expérimental 5 identique à côté de lui. La Walkyrie était une pilote avec de longs cheveux dorés. Selon Ardsley, elle a retiré ses lunettes de protection, a poussé un rire perçant et l'a fixé de ses yeux bleu-bleués avant de lui envoyer des baisers et d'exécuter un cancan sur le bord de son cockpit. Ardsley a tenté de la suivre, mais ses capacités étaient trop grandes et elle l'a facilement distancé. À un moment donné, l'appareil de la Valkyrie, qui arborait un symbole doré de Vénus sur le fuselage, est monté dans une nappe de nuages à une altitude de 20 000 pieds et Ardsley a été contraint de plonger en contrôle vers le bas parce que son avion a décroché. La légende fit la une des journaux lorsque le pilote allemand Albert Roll affirma avoir été abattu par un biplan SE-5 au nez rouge, piloté par une femme aux cheveux blonds. Bientôt, de nombreux autres pilotes allemands ont affirmé avoir vu une pilote féroce qui chassait dans les cieux avec des compétences inégalées. Cependant, Arch Whitehouse, vétéran de la Première Guerre mondiale et romancier d'aviation, pensait différemment. Whitehouse pensait que le mythe de la Walkyrie avait commencé comme une blague entre de jeunes pilotes qui essayaient d'alléger la morosité de la guerre. Apparemment, ces pilotes ont décidé de monter une représentation théâtrale à Noël pour une fête d'escadron, et certains ont été forcés de se déguiser en femmes pour la pièce. En sautant dans les cockpits de leurs avions, les hommes déguisés en femmes ont bien fait rire leurs camarades,
et l'image durable d'une blonde pulpeuse pilotant un avion est née. Cependant, selon l'historien Nigel Watson, il n'existe aucune preuve de l'existence d'Ardsley non plus. De plus, on dit que le lieutenant faisait partie du 49e escadron qui n'utilisait pas de biplan SE-5. Fantôme à Ypres. Par une nuit de décembre 1915 près d'Ypres en Belgique, un homme nommé William Spath profitait d'une autre nuit glaciale dans les tranchées lorsque l'événement le plus inattendu lui arriva. Assis près d'une faible bougie, Spath sentit une présence à ses côtés. Se retournant, Spath fut horrifié de découvrir le fantôme de son ami qu'il avait vu mourir sur le champ de bataille. L'apparition de son ami ne lui dit rien, et disparut aussi rapidement qu'elle était apparue devant Spath. La nuit suivante, Spath demanda à un autre officier de rester avec lui au cas où le fantôme réapparaîtrait. À sa grande surprise, le fantôme réapparut, mais cette fois avec un message pour lui. Immobile, il désigna un endroit sur le sol avant de disparaître à nouveau. Ne sachant que penser de cela, Spath ordonna à quelques-uns de ses hommes de creuser un trou à l'endroit indiqué par le fantôme. Miraculeusement, les soldats découvrirent qu'un tunnel avait été creusé sous eux et piégé avec une énorme quantité d'explosifs. Les bombes furent rapidement désamorcées, et les soldats remercièrent le spectre qui les avait sauvés. L'incident a été évoqué pour la première fois en 1919 dans un concours de nouvelles sur la guerre pour le magazine Pearson. L'histoire a gagné en crédibilité lorsque Sir Arthur Conan Doyle l'a mentionné dans sa collection Histoire du spiritualisme. Les Cosaques en Grande-Bretagne. Les civils, pas seulement les soldats, étaient également capables de vivre des expériences paranormales. Un témoignage marquant d'hystérie collective est le mythe persistant chez les civils britanniques, selon lequel des millions de Cosaques de l'armée russe se dirigeaient vers la Grande-Bretagne. Tout d'abord, à la fin du mois de août 1914, les journaux locaux ont rapporté avoir vu des hommes à l'allure farouche, portant des barbes et des chapeaux de fourrure, voyager en train à travers la Grande-Bretagne. Ensuite, les histoires ont pris de l'ampleur, et les journaux internationaux ont rapidement détaillé comment près d'1 million de soldats russes traversèrent la Grande-Bretagne en route vers la France. Partout, les gens affirmaient en trouver des traces des Russes. Les histoires de distributeurs de chocolat bloqués par des roubles, de guerriers vers London Bridge et de cris demandant de la vodka dans les trains faisaient vite le tour. Lorsque les services de renseignement britanniques apprirent que les rumeurs étaient fausses, ils ne les censurèrent pas, ce qui aida les Alliés, car un commandement allemand prudent engagea 2 divisions pour garder la côte belge contre les prétendus renforts cosaques. Les Allemands, comme la population aux États-Unis et en Grande-Bretagne, ignoraient qu'aucune grande armée russe n'avançait contre l'Allemagne depuis la Grande-Bretagne. Ce n'est qu'après la retraite tactique allemande qui leur coûta la bataille de la Marne que le gouvernement britannique déclara que les histoires de Cosaques en Grande-Bretagne étaient fausses. Cependant, à ce moment-là, l'histoire avait pris une telle ampleur que beaucoup continuaient à y croire. En réalité, de nombreux soldats se déplaçaient du nord de la Grande-Bretagne vers les ports du sud, mais c'étaient des réservistes britanniques. Ces bataillons avaient reçu l'ordre de baisser les stores de leurs wagons et de voyager de nuit afin de garder leur position secrète. Pour renforcer le mythe, certains bataillons britanniques parlaient avec un fort accent, tel que le gaélique, souvent pris pour du russe. En étudiant les mythes et les rencontres paranormales de la Première Guerre mondiale, il est plus tragique qu'effrayant de voir comment la guerre a affecté leur esprit et fait en sorte qu'il n'y ait eu aucun survivant. Tous ceux qui ont participé à la Première Guerre mondiale ont été victimes de la guerre et ont dû porter le fardeau de leur traumatisme pour le reste de leur vie. Alors que le public moderne peut regarder les histoires de fantômes de ces soldats et trouver une explication plausible, pour les hommes concernés, il n'y avait aucune explication à la violence insensée, à la destruction et au chaos qu'ils vivaient chaque jour. Alors que tout ce qu'ils pensaient savoir sur eux-mêmes et sur le monde qui les entourait était brisé, tout devenait possible. Des extraterrestres aux fantômes. Des choses terrifiantes à voir pendant la guerre. La guerre révèle les aspects les plus sombres de l'existence humaine, avec des scènes de souffrance et de dévastation qui restent gravées dans notre conscience collective. À travers l'histoire,
La guerre a mis en évidence la profondeur de la cruauté humaine, ainsi que le coût de la violence et ses effets durables sur la psyché. Bien que chaque aspect de la guerre puisse être considéré comme une vision horrifiante, qu'il s'agisse des civils ou des soldats, certaines situations ajoutent une couche d'horreur supplémentaire lorsque des personnes endurent les choses les plus inimaginables que d'autres êtres humains sont capables d'infliger. Le napalm, la guerre du Vietnam. Le napalm est une substance gélifiée terrifiante qui adhère à ses victimes comme de la colle, brûlant la chair, le sang et les os. La première utilisation militaire documentée du napalm comme bombe date de la Seconde Guerre mondiale en 1944 et de la guerre de Corée. Mais c'est surtout pendant la guerre du Vietnam qu'il a montré toute son horreur. L'utilisation du napalm a eu des conséquences si graves que les Nations Unies l'ont interdit contre les civils lors de la Convention de 1980 sur certaines armes classiques. Dans les journaux, des images choquantes montrèrent des hommes, des femmes et des enfants innocents brûlés et mourant des effets horribles du napalm. Le napalm B, le type utilisé au Vietnam, était facile à fabriquer. On parlait même de chimie de baignoire. Dow Chemical a remporté en 1965 l'appel d'offres du Pentagone pour être l'unique fournisseur des États-Unis. Dès 1976, il l'utilisait comme une arme clé au Vietnam. On estime que rien qu'en cette année-là, 4500 tonnes étaient larguées chaque mois à travers l'Indochine. À son apogée en 1968, ce total mensuel atteignait 5900 tonnes et resta utilisé jusqu'en 1973. Cela représentait une hausse de 91,6% de la quantité utilisée durant les 3 années de la guerre de Corée. Décrite dans un reportage comme une nappe continue de flammes large d'un demi-mile, l'arrivée de ces bombes au napalm était un spectacle digne des cauchemars. Voir les conséquences n'était pas mieux. Une photo désormais célèbre montrait l'horreur et la tragédie causée par le napalm. Une jeune fille courant avec d'autres enfants, son visage figé dans un cri et ses vêtements complètement brûlés. Incroyablement, contrairement à beaucoup d'autres, la jeune fille sur la photo, Kim Phoc Phanty, a survécu et a ensuite écrit le récit bouleversant de ses expériences avec le napalm. Le napalm a brûlé mes vêtements, puis ma peau, puis les muscles gonflés et les autres tissus qui prospéraient autrefois en couche sous ma peau, car je serais toujours considérée comme différente. Ce qui rendait le napalm particulièrement efficace, c'était sa capacité à s'accrocher à tout ce qu'il touchait, en brûlant sans relâche, jusque sur la peau humaine, et l'eau ne faisait rien pour éteindre les flammes. En fait, il consomme partiellement l'oxygène, donc essayer de soulager la brûlure causée par le napalm pouvait en réalité le faire s'enflammer à nouveau. Beaucoup sont morts, à cause de l'exposition, de l'effet de souffle ou d'une insuffisance respiratoire causée par la substance, tandis que d'autres vivèrent dans l'agonie, couverts de brûlures, jusqu'à ce qu'une défaillance multiviscérale les emporte. Du spectacle redouté des flammes de napalm tombant du ciel à l'horreur de ses conséquences, il reste l'une des pires armes de l'histoire en raison de la douleur inimaginable et de la dévastation inhumaine qu'il provoque. Colline 303. De nombreuses atrocités ont marqué la guerre de Corée entre 1950 et 1953. Après l'attaque surprise du Sud par l'armée populaire nord-coréenne, celle-ci a commis certains des pires crimes de guerre de l'histoire. Un de ces crimes eut lieu sur la colline 303 en août 1950. Sous la pression des troupes coréennes, une escouade américaine attendait des renforts pour défendre un point près de la colline 303. Lorsque les Américains virent apparaître un groupe de soldats, ils crurent que l'aide était arrivée, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que ces soldats coréens n'étaient pas des alliés, mais en réalité des troupes rouges lourdement armées. Ils ont vite perdu le contrôle, et le lieutenant de l'escouade a ordonné aux soldats américains de se rendre. Cela aurait dû signifier qu'ils devenaient prisonniers de guerre, ce qui semblait d'abord être le cas. On leur a donné de l'eau, des cigarettes et des rations extrêmement minimales, comme une pomme à partager entre plusieurs hommes. Leur sort n'était pas enviable, mais rien ne laissait penser que ces troupes rouges coréennes avaient des intentions plus sinistres. C'est-à-dire jusqu'à entendre des tirs de mortier américains tout près. Forçant leurs prisonniers à enlever leurs chaussures, ils ont attaché chaque soldat les mains dans le dos, puis les ont fait marcher en direction de Naktong. Seuls les récits de quelques survivants courageux nous informent sur la suite. Le soldat Roy Menring, 18 ans, a dû s'allonger dans un fossé, mains attachées,
aux côtés de ses camarades d'escouade. Les rouges, debout au-dessus d'eux, ont levé leurs mitraillettes et abattu sans pitié les soldats désarmés qui s'étaient rendus. Alors que Menring voyait les autres tomber, il fut sauvé par son esprit vif et son courage. Blessé à la jambe, il a dû s'allonger sous le corps d'un camarade mort, se couvrant le visage de sang pour faire croire qu'il avait aussi été tué. Menring a rapporté avoir entendu les pas lorsque les troupes rouges revenaient le long de la ligne, tirant indistinctement sur les cadavres pour s'assurer que personne n'était resté en vie. Bien qu'il ait été de nouveau touché par une balle, cette fois au bras, Menring a réussi à ne pas crier, un geste qui lui a probablement sauvé la vie. Assister au meurtre de camarades de sang-froid et devoir rester allongé parmi leurs restes est l'une des expériences les plus horribles de la guerre. Menring a seulement eu la chance de survivre pour témoigner. Et il n'était pas le seul. Au final, 4 soldats ont survécu à l'épreuve, même si chacun a sûrement dû affronter les conséquences de son expérience et les scènes horribles qui se sont déroulées sur la colline 303. Peut-être est-il inévitable que les êtres humains cherchent de toujours des moyens de se nuire et de se traumatiser mutuellement, du moins dans le cas de guerre et de conflits graves. Cependant, certains moments se distinguent comme les pires de l'histoire humaine en raison de la profondeur de leur dépravation et des effets durables sur ceux qui ont dû être témoins de ces issues horribles. Les marches de la mort juive, Seconde Guerre mondiale. À l'été 1944, il est devenu assez clair pour les Allemands que leurs chances de gagner la Seconde Guerre mondiale étaient extrêmement minces. Et lorsqu'ils ont perdu, un fait horrible du régime serait révélé au monde entier, les camps de concentration de l'Holocauste. Alors qu'il y avait de nombreuses scènes horribles et inhumaines qui attendaient en les libérateurs des camps, l'une des dernières injustices commises contre le peuple juif dans les pays occupés par les nazis a été observée par beaucoup, qui ne pourraient jamais oublier ce qu'ils ont vu, les marches de la mort. Bien que les marches de la mort aient eu lieu plus tôt pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1944, leur nombre a énormément augmenté, entraînant des milliers et des milliers de morts tragiques. Après que les soviétiques ont pris le contrôle du camp de concentration de Lublin, Heinrich Himmler a ordonné que tous les détenus des camps de concentration situés hors d'Allemagne soient conduits à pied vers l'intérieur du Reich. Les marches elles-mêmes étaient composées de personnes juives, de prisonniers de guerre et d'ennemis de l'Allemagne nazie. Selon Himmler, 3 raisons justifiaient l'évacuation des camps et le lancement de cette approche. D'abord, lui et d'autres membres de la SS ne voulaient pas que le monde connaisse leur histoire, ni les horreurs qu'ils avaient subies des nazis les plus cruels. Deuxièmement, ils croyaient encore qu'ils pouvaient être utiles à la production d'armements pour l'effort de guerre. Troisièmement, ils pensaient pouvoir les utiliser comme monnaie d'échange avec les Alliés, pour assurer la survie du nazisme après la guerre. Bien que cela puisse sembler mieux qu'un camp de concentration sur le papier, la réalité était horrible. Des milliers de personnes ont été forcées de marcher bien au-delà de leurs limites, dans des conditions insupportables et sous les abus de leurs tortionnaires nazis. Lorsque les prisonniers du camp de Stutthof ont été évacués, par exemple, 7000 juifs ont été forcés de marcher pendant 10 jours. Au total, rien que pendant les 2 mois de mars et avril 1945, 250 000 des 700 000 prisonniers des camps de concentration ont été forcés de participer aux marches de la mort. Quelques rares chanceux ont échappé aux marches de la mort, et un homme en particulier s'est échappé 2 fois. David Hirsch, âgé de 18 ans, a été entraîné dans 2 marches de la mort différentes et a survécu pour raconter son histoire. Les survivants ont depuis partagé leurs récits tragiques, des horreurs auxquelles ils ont assisté. Privés de nourriture et d'eau, les personnes âgées, incapables ou blessées, restaient à la traîne et étaient brutalement abattues devant leurs compagnons de marche. Nous avons marché pendant des jours, je ne l'oublierai jamais. Les ravins et les caniveaux étaient tous rouges de sang. Nous avons vu des gens se faire tirer dessus, à la poitrine, dans le dos. Il y avait des personnes allongées sur les collines, dans les arbres. C'était vraiment comme une zone de guerre. Lors de certaines marches, une personne sur 4 mourait. À Stutthof, c'était pire. Sur 7000 personnes ayant entamé la marche de la mort, peu ont survécu. Ceux qui ont survécu à ce voyage traître ont été assassinés lorsqu'ils ont atteint la mer Baltique. La bombe atomique. L'une des visions les plus horribles de la guerre est partagée aussi bien par les militaires que par les civils.
voir un redoutable conteneur tomber du ventre d'un bombardier, en sachant que l'inévitable se produira lorsqu'il touchera le sol. Ceci est d'autant plus vrai pour les personnes qui ont eu la malchance de se trouver à Hiroshima et à Nagasaki les 6 et 9 août 1945 lorsque les États-Unis ont largué les bombes atomiques sur les civils japonais. Une décision qui reste encore aujourd'hui très controversée. En fait, 56% des Américains interrogés en 2015 ont déclaré qu'ils pensaient encore que le bombardement était justifié, contre seulement 14% des Japonais. L'intention derrière le largage était en grande partie une manœuvre de vengeance des États-Unis pour l'attaque de Pearl Harbor en 1941, mais officiellement, il s'agissait de sauver la vie des citoyens américains et japonais en forçant une fin rapide à la guerre. Les survivants de l'attaque ont longuement parlé de leur expérience, de ce qu'ils ont vu lorsque la bombe a explosé, et de la tragédie qui a suivi. Un homme, Tsutomu Yamaguchi, n'a pas eu de chance puisqu'il a été pris dans les 2 bombardements, ayant échappé à Hiroshima pour se retrouver à Nagasaki lorsque la seconde bombe a explosé. Dans sa seule interview britannique, des années plus tard, il a décrit un immense pilier de feu en forme de champignon s'élevant haut dans le ciel. La description la plus courante après la chute des bombes est restée la même. Une lumière blanche, aveuglante, semblable à celle du magnésium. Bien sûr, pour les survivants, ce moment de confusion qui a accompagné la lumière n'était pas la pire partie du fait d'être à Hiroshima ou Nagasaki. C'étaient les conséquences. Chaos, panique, débris, destruction, des blessés et mourants, cherchant à comprendre un événement inédit dans l'histoire de l'humanité. Une arme nucléaire avait été larguée sur des villes civiles, et les répercussions de cet acte allaient se faire sentir pendant des décennies. Dans l'immédiat après-coup, les scènes étaient viscérales et obsédantes. Les brûlés et mourants, la peau se détachant, suppliés pour de l'eau. Ceux empoisonnés par les radiations, malades, couverts de cloques et mourant dans la rue, des enfants et des bébés tués en un instant par l'impact. On estime que jusqu'à 200 000 personnes sont mortes à cause des bombes, et au cours des décennies suivantes, des milliers d'autres ont développé des maladies mortelles, comme le cancer, en raison de leur proximité avec le bombardement. Alors que des corps flottaient sur les rivières et que les survivants traversaient les ruines de la ville, ils pensaient que le pire était passé. Mais d'autres épreuves les attendaient. Par la suite, de nombreux autres sont décédés à cause des effets à long terme de l'empoisonnement par radiation et de divers problèmes de santé. À Hiroshima, plus de 70% des bâtiments furent détruits. À Nagasaki, la température lors de l'explosion atteignit 4000 degrés Celsius, brûlant les yeux des victimes alors qu'elles mouraient. À ce jour, les survivants et leurs enfants militent pour s'assurer qu'une telle chose ne se reproduise jamais. Les charges de cavalerie. Les soldats en guerre sont témoins de nombreuses horreurs indicibles, allant de camarades mourant à côté d'eux dans des tranchées aux visions traumatisantes, de ceux touchés par le gaz moutarde, le pied de tranchée et d'autres maux courants en temps de guerre. Mais il y a quelque chose de particulièrement terrifiant et fascinant à la fois dans le fait d'être submergé par des légions d'hommes à cheval. Les charges de cavalerie sont utilisées dans la guerre depuis l'Antiquité et de façon surprenante ont continué pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais au lieu d'affronter des fantassins qui se tenaient avec des lances et des boucliers, ou des canons et des fusils à chargement lent, ils faisaient désormais face à des légions de mitrailleuses et de mortiers capables de les déchiqueter, eux et leurs montures. Peut-être que ces soldats n'ont pas trouvé la charge de cavalerie aussi terrifiante, mais des siècles plus tôt, les fantassins auraient ressenti la même chose. Malgré les tirs de canon et les mousquets, le célèbre poème « La charge de la brigade légère » d'Alfred Lord Tennyson résume ce que l'on ressentait en affrontant ces membres de la cavalerie. Leurs sabres nus ont brillé en tournant dans les airs, sabrant les artilleurs, chargeant une armée, sous les yeux émerveillés du monde entier. Le poème d'Alfred Lord Tennyson est un tel jalon dans l'histoire littéraire qu'il a inspiré de nombreuses autres œuvres, y compris une chanson d'Iron Maiden, The Trooper. Cela évoque la célèbre bataille entre Britanniques et Russes durant la guerre de Crimée et l'échec tactique des commandants dans l'organisation de l'attaque. Mais bien que beaucoup de ces hommes n'aient peut-être pas survécu à l'assaut, les voir tous chargés à toute allure vers la ligne de tir devait être un spectacle impressionnant. La guerre biologique médiévale. À l'époque médiévale, une tactique de bataille populaire était la guerre de siège.
En général, tout point stratégique ou ville importante avait un château. À l'origine fondé sur le modèle de Motte et Bailey, ce type de fortification a évolué, accueillant de petites villes protégées par d'épais murs de pierre et plusieurs défenses. La forme de guerre la plus courante au Moyen-Âge, les sièges, adoptait une approche attentiste. Plutôt que d'attaquer de front, une force d'invasion encerclait généralement les murs du château et se contentait d'attendre que les habitants, à court de vivres, soient forcés d'agir. Une fois affaiblis, les envahisseurs attaquaient. Savais-tu qu'en 1271, le sultan mamelouk Baïbar s'est emparé d'une forteresse croisée appartenant aux chevaliers hospitaliers grâce à une ruse ingénieuse? Avec une fausse lettre du commandant des chevaliers, il ordonna à la garnison du fort de se rendre, ce qu'elle fit. Avec cette nouvelle forme de guerre, de nouvelles armes sont apparues, les armes de siège. Celles-ci incluaient de grands béliers pour briser les portes, des trébuchets, pierrières et mangonneaux, lançant d'énormes pierres contre les murs, causant des dégâts et la terreur, ainsi que des tours de siège permettant aux soldats de franchir les fortifications et d'attaquer. Mais l'une des tactiques les moins utilisées, et pourtant les plus horribles, aurait vraiment été la plus éprouvante à voir. Certains récits médiévaux suggèrent qu'au lieu de pierres, les trébuchets étaient utilisés pour lancer des restes humains et animaux par-dessus les murs dans l'enceinte du château. Le récit le plus célèbre, bien que contesté, de cette pratique remonte au siège de Kaffa en 1346 par le Génois Gabriel de Mussy. Le siège était le résultat de relations longues et tendues entre les marchands génois de Kaffa et les Mongols, au cours desquelles les corps des morts étaient projetés par-dessus les murs à l'aide de trébuchets. Même si le récit de Mussy est sans doute de seconde main, il reste assez d'informations pour le juger vraisemblable. Et quelle vision plus horrifiante pourrait-il y avoir que des corps projetés dans les airs pour s'écraser aux pieds de quelqu'un, alors qu'ils restent plus ou moins piégés à l'intérieur de leur fortification? Eh bien, si ces corps étaient couverts de pustules de la peste bubonique, ce serait presque certainement encore plus horrifiant. Et c'est apparemment exactement ce qu'ils étaient. En fait, certains historiens accusent donc le siège de Kaffa d'être responsable de la propagation de la peste noire en Europe et de l'emprise que la maladie a ensuite prise. Même si ce n'est sans doute pas vrai, cela n'a pas aidé à freiner la vague mortelle. De Mussy décrit la scène à Kaffa ainsi. Des montagnes de morts étaient jetées dans la ville, et bientôt, les cadavres en décomposition ont souillé l'air et empoisonné l'approvisionnement en eau. Dans les espaces confinés, la maladie très contagieuse s'est rapidement propagée des morts aux vivants. Cela signifie que pour les habitants de Kaffa, ce que beaucoup ont vu dans leurs derniers jours, c'était la vision terrifiante de véritables restes humains, survolant les armements et les murs du château pour s'écraser lourdement au sol, couverts de signes de la peste qui allait bientôt les frapper. Ce n'est pas la seule fois que des cadavres humains furent utilisés dans la guerre psychologique et biologique au Moyen-Âge. Lors de grandes batailles, des rapports mentionnent l'usage de trébuchets pour lancer des carcasses de chevaux et des restes humains sur les châteaux, afin de les vaincre en siège. Armes soniques, psychologiques. Certaines armes ne sont pas conçues pour tuer ou mutiler l'ennemi, mais plutôt pour inspirer la peur. Si cela est fait efficacement, les soldats effrayés ne souhaitent plus se battre, mais fuient plutôt les horreurs du combat. Un élément clé de ces armes de la peur est le bruit qu'elles émettent, beaucoup étant conçus pour provoquer des effets psychologiques par un bruit intense ou dérangeant. En échange, elles tirent parti de la vulnérabilité humaine à la surstimulation sonore et aux réactions psychologiques. Numéro 1. Sifflet de la mort aztèque. En 1999, une découverte archéologique à Mexico a révélé ce qui pourrait en fait être l'un des premiers exemples d'une arme basée sur le son. En fouillant un temple dédié à Ehekar, le dieu du vent aztèque, des archéologues ont trouvé le squelette sacrifié d'un jeune homme qui tenait dans ses mains 2 sifflets. On a supposé que les sifflets étaient là pour imiter les vents du monde souterrain. Les chercheurs ont rapidement qualifié ces découvertes inhabituelles de sifflets de la mort aztèque. En poursuivant leurs recherches sur le sifflet et son usage, les archéologues ont vu émerger de nouvelles théories sur son emploi au combat. Il est probable que ces objets n'étaient pas seulement des instruments utilisés lors des sacrifices humains, car, étant donné le cri terrifiant qu'ils produisaient lors des reconstitutions, il a peut-être été utilisé comme une arme de guerre.
Le sifflet de la mort est classé comme un sifflet de type à ressort d'air, et des versions antérieures ont été retrouvées chez les Mayas. Le sifflet de la mort aztèque évoque le cri d'une personne écorchée vive. Imaginez des milliers de guerriers aztèques marchant au combat, armés de massues et de lances, soufflant dans ces sifflets de la mort, montre bien l'efficacité de cet objet pour terrifier l'ennemi. Numéro 2. Les trompettes de Jéricho, les sirènes, Stuttgart. Quand on évoque la force aérienne allemande de la Seconde Guerre mondiale, les Junker 87 figurent parmi les premiers avions qui viennent à l'esprit, étant l'un des plus remarquables et reconnaissables du conflit. Le célèbre bombardier en piqué Stuttgart fut employé lors de la guerre civile espagnole avec la Légion Condor allemande, puis au début de la Seconde Guerre mondiale dans les tactiques de Blitzkrieg allemandes. La bataille d'Angleterre a rapidement révélé les inconvénients des bombardiers Stuttgart, dont le plus important était leur vitesse considérablement faible, les rendant incompatibles pour le combat aérien. Avec la progression de la guerre et la perte de la suprématie aérienne allemande, le rôle du Stuttgart a aussi diminué. Mais pour une raison majeure. Le Junkers 87 est demeuré le symbole de la Blitzkrieg. Tous ceux qui ont affronté cet avion se souviennent d'une chose à son sujet, le bruit qu'il faisait. Les Stuka possédaient une caractéristique intéressante sur leur fuselage. 2 sirènes à hélice de 2,3 pieds de diamètre étaient indémontées sur les jambes du train d'atterrissage. Lorsque l'avion entrait en piqué, la sirène produisait un bruit strident et perçant. À mesure que la vitesse de plongée augmentait, le bruit s'intensifiait. Les sirènes ont donc été symboliquement nommées les trompettes de Jéricho. Ironiquement, les soldats ennemis n'étaient pas les seuls à être affectés par les sirènes. Les pilotes allemands les trouvaient eux aussi perturbantes, surtout lorsqu'ils effectuaient une procédure de plongée compliquée. Un autre inconvénient était que les sirènes réduisaient en réalité la vitesse d'environ 10 à 20 miles à l'heure, soit 20 à 25 km à l'heure. Finalement, les sirènes furent retirées du service, mais les trompettes de Jéricho restèrent un symbole marquant de la guerre. Numéro 3. Orgue de Staline, BM-13, Katyusha. L'utilisation du BM-13 Katyusha comme arme sonore était accidentelle et n'a jamais été conçue dans l'intention de produire des effets psychologiques. C'était une arme d'artillerie innovante à la puissance dévastatrice. Cependant, le son qu'elle produisait était si obsédant qu'il inspirait la peur à travers les rangs de l'opposition. Officiellement appelé le BM-13, le Katyusha a été conçu sur la base de l'ordre de l'Institut soviétique de recherche scientifique numéro 3, afin de créer un lance-roquettes monté sur un châssis de camion pour lancer des roquettes d'avion contre des cibles au sol. Développée secrètement, l'arme fut d'abord utilisée en 1941 contre des trains allemands, à Orsha, avec une efficacité redoutable. Les premiers rapports sur ses premières utilisations par le commandant de l'armée rouge, Andrei Eremenko, décrivaient comment les roquettes, je cite, s'élevaient comme des comètes avec une queue rouge, puis explosaient avec un fracas semblable au tonnerre. L'effet des salves de 320 roquettes, en l'espace de 26 secondes sur une zone très limitée, a dépassé toutes les attentes. Les Allemands se sont enfuis dans la panique et la terreur. Il faut bien admettre que nos propres troupes se sont également repliées de la même manière. Pour des raisons de sécurité, nous ne les avions pas informés à l'avance de l'utilisation de la nouvelle arme. Fin de citation. Les Soviétiques ont rapidement surnommé l'arme Katyusha, très probablement d'après la célèbre chanson patriotique de guerre. Les Allemands avaient eux aussi un surnom pour cette arme, les orgues de Staline. Cela était inspiré par le sifflement bruyant des roquettes entrantes, qui terrifiait les troupes allemandes. Son bruit distinctif est devenu synonyme du chaos qu'il apportait. Une seule salve de 4 Katyusha durait entre 7 et 10 secondes et faisait exploser 4,35 tonnes d'explosifs puissants sur une zone de 10 acres. En conclusion, la Katyusha était une arme redoutable à double efficacité. Elle apportait la destruction et semait la peur de masse simultanément. Numéro 4. Âme errante. Pendant la guerre entre les États-Unis et le Vietnam, les Vietnamiens croyaient que lorsqu'une personne mourait, son corps devait être enterré là où elle était née. Sinon son âme errerait à jamais dans l'au-delà. En 1964, des soldats américains, travaillant dans une station de radio sud-vietnamienne, ont vu une occasion d'exploiter cette croyance, et ainsi, une série de sons inquiétants et d'enregistrements vocaux ont été créés. Avec l'aide de soldats sud-vietnamiens imitant les âmes errantes de Viet Cong tombés, ces sons ont été réunis dans l'enregistrement le plus célèbre, la bande fantôme numéro 10.
L'enregistrement commence par une musique funéraire bouddhiste, suivie des hurlements d'un homme en agonie. Puis une fillette appelle son père, soldat tombé au combat, à revenir à la maison. Cela est suivi par la voix lointaine et résonnante de son père qui répond, cherchant ses proches. Enfin, la voix du soldat mort s'adresse à ses camarades, leur disant qu'il est mort d'une mort insensée, et qu'il a fini en enfer. L'enregistrement finit sur un message. « Rentrez chez vous, mes amis, avant qu'il ne soit trop tard, puis les gémissements d'un homme en enfer. » Les opérateurs ont reçu pour instruction de ne pas diffuser la bande à proximité des soldats sud-vietnamiens alliés, par crainte que cela ne les affecte également. Le succès de l'opération Amarante était discutable. Les soldats Vietcong se sont rapidement rendus compte que ce qu'ils entendaient était un enregistrement, et ils s'en sont servis pour localiser la position de l'ennemi et diriger leurs tirs. L'opération a donc été annulée en 1971. Cela ne veut pas dire que d'autres enregistrements n'ont pas été utilisés, comme un autre enregistrement de rugissement de tigre également diffusé par haut-parleur. 5. Dispositif acoustique à longue portée. LRAD. L'LRAD, ou dispositif acoustique à longue portée, est souvent classé dans la famille des armes soniques modernes. Bien que ses concepteurs d'origine, la American Technology Corporation, en 2003, ait nié qu'il s'agissait d'une arme, il s'agit néanmoins effectivement d'un canon sonore qui peut être utilisé pour blesser, repousser ou neutraliser une cible. Ses deux fonctions principales sont l'amplification de la voix pour communiquer à distance et l'émission d'une tonalité d'alerte. La tonalité d'alerte peut atteindre 160 décibels, soit 40 de plus qu'un moteur à réaction au décollage. Un son aussi fort peut provoquer de la douleur, de la désorientation, des nausées, des migraines et même des lésions auditives. Les forces de l'ordre recourent fréquemment à des dispositifs comme le LRAD, afin de gérer ou disperser les grandes foules, en particulier lors de manifestations. Les armes, assez petites, peuvent être installées sur des véhicules comme des automobiles, hélicoptères ou patrouilleurs. De nombreux rapports font état de l'utilisation réussie du LRAD comme arme sonore dans des pays du monde entier. Les forces de défense israéliennes ont utilisé des armes sonores pour disperser des manifestants palestiniens. Les forces américaines les ont aussi utilisées en Irak pour disperser des foules dans des lieux ciblés par des terroristes. D'autres utilisations de cette arme incluent son installation sur des cargos pour les protéger contre les pirates. Où qu'elle soit utilisée et de quelque manière que ce soit, c'est l'un des rares exemples modernes d'une arme puissante